les ont aidés à revenir aux affaires, se mettent en travers de la loi. Vous qui représentez maintenant la loi, et vous êtes obligés de frapper. Et donc, le colonel Mansour, il a écrit. Son problème, c'est quoi? Il a dit. Son problème, c'est simplement qu'il a servi un maître dont il suppose qu'il a remercié, enfin, il a été ingrat envers lui. Pourquoi il a nommé certains officiers généraux et lui non? Mais Joachim. Et lui non. Mais Joachim, il a dit. Bon. Maintenant, pour revenir à mon ami Eli Smith, qui le prend pour un officier intelligent. Je dis malheureusement, l'intelligence n'est pas un bon critère. Parce que, non, l'intelligence n'est pas un bon critère. Entre nous ici en classe, nous avons été en classe, vous savez, parfois dans nos promotions, les élèves les plus brillants, ce ne sont pas ceux-là qui sont devenus parfois des cadres brillants. Hein? Parfois c'était et tout. Donc, quand même, et vous savez que, pour justement relativiser l'intelligence, vous savez que le prix Nobel n'est pas attribué aux plus intelligents. Le prix Nobel n'est pas attribué aux plus intelligents. Le prix Nobel est attribué aux gens intelligents qui émettent une idée, une formule, un principe au profit du bien commun. Donc, quand votre intelligence est au profit du bien commun, oui, vous êtes un homme brillant. Mais quand votre intelligence est au service de votre égoïsme et au service de votre bien, ce n'est pas une intelligence intéressante. Voilà le problème du colonel Sourou. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Oui. Et donc, le colonel Sourou, en se prenant pour un officier supérieur, intelligent, le plus brillant, qui méritait, selon lui, le grade de général, alors que le grade de général n'a pas que pour critère d'être intelligent, de servir un maître. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent là-dedans, dans le pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. Et donc il a fait sa fronde. Mais malheureusement, il s'est retrouvé en mauvaise position face à l'État. Et lui-même, il peut analyser comment mécaniquement il s'en est retrouvé là. Joachim Banda, il y a une chose que vous oubliez, c'est que ce que nous sommes en train de faire comprendre, et que je prends aussi l'exemple de Smith, c'est que le peuple congolais a été comme pris comment on dit, dans l'étau pour Marcel Tchourou et les autres, pour des intérêts égoïstes des uns et des autres. Le problème, parce qu'il n'y a pas plus important que le peuple congolais au Congo. Le chef de l'État le rappelle lui-même. Donc il fallait d'abord tenir compte des conséquences qui pouvaient en découler si un jour, si cette opération se déroulait comme on l'a vu. Le problème, c'est qu'on a mis le peuple congolais de côté, on a privilégié les intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien d'appréhender Marcel Tchourou aujourd'hui, de perquisitionner sa maison. Ce n'est que normal s'il a commis. Mais le faire tel qu'il s'est passé, et aujourd'hui, on a l'impression que Marcel Tchourou est déjà condamné. On lui murmure déjà. Il n'y a que le juge qui peut dire si Marcel Tchourou est coupable ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, Marcel Tchourou, en publie ses images, tout le monde, ou presque à Brazzaville, a ses images. Tout le monde, ou presque aujourd'hui, voit Marcel Tchourou comme quelque chose, comme une personne chosifiée. Moi, je pense on devrait comprendre. Là où je rejoins Eli Smith, c'est vrai, je l'ai dit moi dans un éditorial qui est sorti je crois vendredi, et je suis d'accord avec lui, il faut dire que vraiment la responsabilité. Mais alors, la responsabilité de notre gouvernement, mon cher Bombardier, c'est de n'avoir pas communiqué dans cette affaire. Voilà. Et ça nous a entraînés dans le désastre. Justement, c'est là où je voudrais en venir, parce que nous, étant ici à Brazzaville, au pays, et c'est à travers une chaîne étrangère que nous étions en train de suivre cette information. Alors, il s'est posé un problème de communication. Ni le gouvernement n'a communiqué à l'instant, ni les journalistes de la place ont donné l'information, et c'est à travers RFI que les Congolais suivaient cette information. Est-ce que cela a révélé un peu de la peur de la part des journalistes pour en parler? Bon, je crois que c'est par expérience, parce que je dis, d'abord, excusez-moi, je vais faire une mise au point. Je crois que la population nous suit. Nous ne venons pas pour divertir les gens. Vous avez fait une belle mise au point au départ. Le peuple nous suit, on nous l'a dit dans la rue.
Alors il faudrait que nous soyons ici comme des journalistes vrais qui vont analyser une situation pour apaisantir le climat. Alors, mais je sens une tendance à vouloir donner déjà des réponses. Quelle serait la place de la justice? J'aime bien quand il a dit, hein, moi je suis très réservé, je suis cartésien. Je suis cartésien et je reste journaliste pour chercher à savoir la vérité, partie du droit. Alors, mais j'ai bien aimé comme M. Smith a évolué là-dessus. Mais nous avons assisté à ce procès, s'il vous plaît. Et à la fin, mais le journaliste a besoin de savoir le fond. Je vous dis, moi je crois, je pense que ce qui est arrivé relève de la faute de la justice. Mais parce que nous sommes en train de voir le superficiel, ce qui s'est passé. C'est pourquoi au départ, je vous en prie, au départ j'ai dit ceci, qu'au sortir, nous n'avons pas eu, nous journalistes, une vraie vérité. Il fallait aller en cassation. Nous souhaitons que la cassation, après cassation, que nous ayons une vérité. C'est pourquoi je repose la même question. Pourquoi Ntsuru, qui était fidèle chef de l'État, a résisté jusqu'à ce niveau? Est-ce parce que se sentait-il coupable ou parce que se sentait-il innocent? Ça mérite une réponse. Mais attention, c'est la justice qui doit donner réponse. Nous sommes des journalistes, attention, nous ne sommes pas des politiques. Je vois là, nous sommes en train de faire des analyses, comment tout Ntsuru s'est fait médiatiser. Mais lorsqu'il était médiatisé, c'est encore nous les journalistes. Et donc, partout dans toutes les classes politiques, c'est nous qui médiatisons. Donc, c'est dire ceci. Faisons des analyses objectives, restons à la place des journalistes. Pourquoi? Mais parce que c'est une question aujourd'hui en face de laquelle les juges t'attendent, nous avons vu. Et moi, je pense, je donne mon avis, pour apaisantir le climat, il faut que la justice congolaise, cette fois-ci, nous fasse un bon travail. Entre-temps, nous avons un rôle. Nous avons suscité un problème ici, et M. Justi Bombo, vous voyagez à Internet comme moi. Franchement, mesurez un peu la teneur des réactions. Moi, j'ai un souci, je suis congolais, je suis jeune, on a encore de l'avenir devant nous. Ça, on doit se méfier. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Quand vous lisez, j'ai constaté ceci. Il y a des courants politiques dans ce pays, et même à l'Hexagone, qui alimentent dans de tels dossiers. Vous avez parlé de ça. Merci bien d'avoir soulevé ce problème. Et les gens veulent instrumentaliser ce problème, alors que Ntsuru, c'est un, j'aime bien ce mot, petit frère du chef d'État. Je le dis, il était à ses services. Et nous le savons bien. Alors, il ne s'agit pas d'un problème bullshit-taking. Déjà, il n'est pas politique. Il est militaire. Alors, vous allez comprendre qu'il y a de ceux-là qui alimentent. Vous remenez le Congo où? S'il vous plaît, le Congo a ses problèmes. Le Congo est en train de retisser son tissu social difficilement, péniblement. Et je vous assure que lors de ce jour-là, quand ça canardé, il y a des Congolais que je connais qui sont morts alors qu'ils étaient dans la partie de Brazzaville. Tout simplement, ils avaient des problèmes psychologiques. Donc, faisons très attention avec les mots que nous sortons. Vous parlez de la communication. Vous parlez de la communication. Oui, non. Attendez. Je vais terminer. Vous parlez assez. Quant à la communication, c'est un réflexe que nous déplorons souvent. On attend que la chaîne RFI allume, alors que nous savons bien le jeu que joue cette chaîne. Et c'est ça qui a créé une psychose au sein de la population. Merci. Et donc, nous devons être responsables. Il faut que notre ministère de la communication prenne cet engagement, souvent, de communiquer avant toutes les chaînes pour installer le climat. Et à la fin au Bargui, la presse n'invente pas l'information. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, toutes les opérations militaires ne sont pas médiatisées au préalable. Moi, je pense qu'il y a des secrets d'État. On ne va pas dire dans les médias, écoutez, demain nous allons perquisitionner la maison de Marcel Ntsuru, encore aller arrêter les éléments qui sont là-bas. Le problème, c'est l'après-crise ou encore l'après-dégâts. Qu'est-ce qu'il faut, comment gérer la population? C'est ce qui a manqué. Nous avons vu le ministre de la Communication passer sur Télécongo et d'autres chaînes, mais la communication, après quelques jours, quelques heures, quelques jours après, non pas le même jour, quelques jours après, on a cru on a pensé que le ministre allait organiser une conférence de presse, échange direct avec la presse pour essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale, mais malheureusement il est resté dans son rang d'avocat. On l'a vraiment vu au Kenya, avocat, qui nous rappelle les lois, qui nous parle de la République, mais on a voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une version officielle congolaise sur le nombre des morts. C'est RFI qui donne. Hier, c'était 22, aujourd'hui, par la voix au travers la Jeune Afrique, c'est au-delà. Donc aujourd'hui, personne au Congo, le ministre de la Communication, ne nous dit pas
La communication qu'il a tenue, c'est un langage très élevé qu'un Congolais lambda, Congolais moyen ne peut pas comprendre. Il est resté vraiment un avocat, un magistrat, on l'a reconnu. Donc c'est ça, le problème c'est ça. Moi, je ne condamne pas la force publique ou encore la police d'avoir pas communiqué avant. On ne va pas comme ça dire ça. Avant, je parle avant. Même avant, parce que dire que demain nous irons. Non, là on peut pas dire ça. Voilà. Au jour le jour, ils vont expliquer qu'il y avait un problème. Le lundi, ils ont communiqué. À leur niveau, ils ont communiqué. C'est au niveau gouvernemental où on développe l'absence de communication. Est-ce qu'une perquisition est annoncée à l'avance? Écoutez, mais mon cher Obardi, si vous avez suivi le scénario de la traque de Mohamed Merah, qui était devant les médias? Tout était médiatisé. Non, qui était devant les médias? Le ministre de l'Intérieur. Mais non, mais c'était le procureur de la République. Le procureur, mais le procureur c'était un grand acteur. C'est lui le garant de l'ordre public. C'est le procureur de la République. J'allais même dire, c'est lui le coy-boy. Parce que le procureur de la République descend là où il y a atteinte à l'ordre public. Il descend. C'est lui qui met la police en mouvement. C'est lui qui met la police en mouvement. Le procureur de la République peut descendre au commissariat de Wende, dire montrez-moi les personnes que vous avez en garde à vue là. Vous, monsieur, c'est quoi? Vous, non. Lui, sortez-le. Il a ce pouvoir. C'est le procureur de la République c'est lui qui devait être devant les médias. Tout devient comme un mystère. J'ai ordonné. Voilà. Je me suis confronté à telle difficulté. On a pris telle décision. On est devenu comme un mystère. Malheureusement, Obardi, malheureusement, il faut déplorer, et je ne sais pas comment on va sortir de cette mécanique-là. On attend que Mathias Mouzon, Maître Malonga, Kim Foussia parlent sur RFI pour que ici, ensemble, on commence à la République. Voilà, moi, je crois que l'insuffisance de la communication institutionnelle au Congo, ce n'est pas nouveau. Et vous voyez, les gens ont des réflexes, je crois pour moi, qui aujourd'hui ont fait des victimes pendant le 4 mars. On sait que Boavo, aujourd'hui, se trouve à l'extérieur du gouvernement pour avoir peut-être parlé précipitamment. Et donc, chacun a peur d'être la prochaine victime dans ce genre de cas, quand on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Je vous prends un cas très simple. Je suis les amis ici, vouloir dire non, on ne doit pas. Moi, je ne tire à boulet rouge sur personne. Mais il faut dire que la presse a été de quelque chose dans ce qui est arrivé. La presse a exagéré la personnalité d'un officier supérieur qui pouvait plutôt aujourd'hui rester dans cette situation très calme et peut-être trouver d'autres voies de sortie. Mais quand parlant de nous, journalistes lundi, je parle de mon cas. En arrivant au CCF à 8 h, je vois que c'est bouclé au parquet. Et je vais vers Équateur Service bouclé. J'ai dit, bon, c'est quoi? On interdit l'accès, mais j'ai forcé. Le premier bouchon, avec les policiers, j'ai fait comprendre. Le deuxième, oui, au troisième. Là, j'étais pratiquement libéré des Italiens qu'on fasse de la maison d'arrêt. Si je fais ça, je vais chez le colonel, vers là où habitait le colonel Romélan me dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas, même si vous travaillez là-bas, repartir seulement parce qu'il y a une opération qui a lieu là-bas. Vous ne pouvez pas repartir seulement, n'insistez pas s'il vous plaît. Et vous allez chercher à avoir l'information? L'information, qui va te la dire? On ne vous dit rien, mais repartez seulement. Je repars. Maintenant, de la même façon, il faut qu'on soit aussi, je ne sais pas conséquent, mais de la même façon. Ketsourou a appelé RFI pour donner son information. S'il appelait Radio Congo, qui allait prendre le téléphone? Parce que, voilà, c'est ça. Merci, Elie Smith. Il y a comme cette chose. Il développait quelque chose de très important. Moi, je crois qu'il faut, que nos journalistes, en tant que tels, soyons courageux nous-mêmes d'abord, d'essayer un peu de comprendre. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a juré la rumeur. Même le jour de son transfert, on a dit non. Voilà, il y a d'autres situations qui se sont créées là-bas. Tout le monde a vidé le centre-ville. Les parents au village vous appellent. Ceux qui sont dehors vous appellent. Il s'agit d'un transfert de quelqu'un, de là où il était en garde à vue,
Donc il y a un déficit de communication qu'il faut vraiment rattraper. Voilà, merci. Merci, Elie Smith. On vous a vu dans les images, vous étiez sur le terrain. Alors, bien après. Mais justement, est-ce que vous avez eu la tâche facile pour y accéder? Non, on est allé là-bas bien avant, monsieur, je n'étais pas là. On était allé là-bas quand il y avait les premiers combats d'abord. Mais le problème, il faut dire qu'on est diffuse, c'est quoi? Parce qu'on n'est pas dans un pays que, bon, si tu diffuses ça en direct, tu vas avoir des problèmes. Vous avez eu à vous mettre en contact avec le colonel Tourou en ce moment-là? Oui, oui. J'ai même appelé l'interview que j'ai fait avec le colonel Tourou quand il y avait les trucs. Parce que même quand il a fait RFI, moi aussi, je lui ai appelé. Ouais. Mais je ne pouvais pas diffuser. Vous ne pouvez pas diffuser? On ne peut pas diffuser. Et pourquoi? Oh, mais vous savez très bien, il a bien dit, si on diffuse aujourd'hui, d'abord, vous savez qu'on est dans un pays schizophrène, on va d'abord dire que c'est votre ami, on va dire que vous lui intelligez, et pourtant je pense que quand vous êtes journaliste, c'était mieux d'informer les gens. Parce que quand je l'ai interviewé, il m'avait dit, la même chose qu'il a dit à RFI, qui va se battre jusqu'au dernier, Mais je lui ai dit, mais mon colonel, vous êtes le seul, parce que devant votre maison, on a déjà battu tout le monde, est-ce que vous ne pouvez pas négocier? Il a dit, il connaît que si il va négocier sur quelle base, premier, deuxième, s'il se rend, il connaît son sort. Mais moi, je pense, au-delà de cela, est que il faudra, comme Jimmy a dit, il faudra que les journalistes aient le courage. Mais le problème est qu'on est dans un système, c'est petit à petit que le courage va venir, on est dans un système où, si vous dites quelque chose, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Et vous avez, par exemple, vous aimez beaucoup prendre l'exemple de la France. On a pris le cas du procureur et le cas de Mera. Mais pourquoi notre procureur aussi ici n'appelle pas les médias pour faire la même chose? Et puis dans cette bataille de communication, eux, ils gagnent parce qu'ils utilisent tous les moyens modernes de la communication. Ils sont sur Internet, ils sont à RFI. Qu'est-ce qui a aussi empêché notre ministre? Si Tourou parle de RFI, lui aussi il appelle RFI. Donc moi je pense, au-delà de ça, moi ce qui me choque dans tout ça, c'est que, premièrement, c'est la partie de l'image du Congo à l'extérieur. Vous pensez que quoi? Un investisseur qui devait venir au Congo aujourd'hui, est-il pas encore venu? Il ne les a pas. D'ailleurs, même tous les investissements majeurs, on a suspendu son atteinte après 2016. Pourquoi? Parce que les bêtises des individus, parce que Tourou, il est mégalomane, oui, mais de l'autre côté aussi, il y a aussi les jusqu'au-boutistes aussi. Et deuxièmement, moi j'ai vu les images de Tourou. Moi je suis quelqu'un qui aime l'histoire. Même pendant la guerre entre les Allemands et les Français, on n'avait pas, par exemple, on n'avait pas menotté Pétain comme ça, lui mettre devant comme un trophée de guerre. Il est en détention, on ne lui exhibe pas comme on l'a exhibé l'autre jour. Je pense que, à toute proportion gardée, on doit respecter les autres. Parce que ce que nous oublions, c'est que... Présomption d'innocence. Il y a d'abord présomption d'innocence. Deuxièmement, quand on lui a fait présenter l'autre jour en jean, menotté, on le mérite encore pourquoi? Il est déjà en cellule, on devait lui présenter comme... il a encore, on dit en justice, c'est jusqu'au jour où tu es accusé, condamné que tu deviens victime. Ouais. Moi je pense que, la source du problème de M. Tourou, sans lui défendre, c'est comme monsieur il a dit. Moi-même, je suis en train d'encore remener encore l'enquête sur le truc de 4 mars. Ce n'était pas bien fait. L'enquête n'était pas bonne. On sait que quand on rend un verdict, quelque part, les verdicts ne sont pas jamais populaires, mais quand vous demandez les gens qui étaient des acteurs majeurs dans cette enquête, elle a été faite rapidement, bon, c'est passé, je pense que c'est ce qu'il a fait, mais Tourou aussi devait avoir l'humilité d'écouter souvent des conseils des autres. Ça, il n'a pas écouté, mais, quel qu'en soit le cas, moi, je pense encore que la force était disproportionnée et que l'image du Congo compte aussi. Parce que quand aujourd'hui, dans une ville, pour arrêter l'individu, on fait tout ce cinéma-là, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Et deuxièmement, Jimmy l'a dit tout à l'heure, l'autre chose qu'on doit craindre que ça va créer un problème, une scission tribale ou régionale. Est-ce qu'on a réfléchi à tout ça? C'est que quand on est en train de poser un acte, on doit d'abord réfléchir avant de agir, pas agir avant de réfléchir. Merci bien, Elie Smith. Voilà, nous aimerions comprendre, parce que d'après les explications de Joachim Banga, il y a eu des éléments armés chez le colonel Tourou. C'est ce qui a conduit justement la perquisition de l'armée à son domicile. Alors, du procureur. Mais bien avant, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient, bien avant cette situation. Depuis, au sorti du procès, il y avait des rumeurs qui circulaient, comme quoi que le colonel Tourou devait être à nouveau interpellé en justice. Oui, mais
Je peux. Oui. Merci Emery. Mais je crois que Joachim a posé la bonne question. Je crois qu'en tant qu'analyste, c'est cette question, c'est la réponse à cette question que nous devons chercher à interpréter. La réponse à la question, c'est quoi? Le colonel Tourou étant il a utilisé le terme, étant le petit du président de la République. Pourquoi cette rébellion du colonel Tourou? C'est ça la question. Parce que ce monsieur, il était le numéro 2 des services secrets. Le numéro 2, en fait, à la vérité, c'était le numéro 1. Parce que celui qui est le numéro 1, avec les fonctions qu'il occupe, je ne pense pas qu'il ait le temps nécessaire pour chercher à... Bon, ça n'engage que moi. Il était vraisemblablement le numéro 1 des services secrets. Il sait tout. Il sait tout de l'État congolais. Il sait tout de A à Z. D'autant plus que les événements de la guerre du 5 juin, il a été l'un des acteurs de la prise du Congo. Mais c'est la vérité. La prise du Congo, suite à la guerre du 5 juin, avec la guerre du 5, bien sûr. Écoutez, le Congo dans les mêmes voies. Le pouvoir, il y a eu la guerre du 5 juin, le président Lissouba il a été déclassé, et puis le président Sassou a parlé au terme la prise de pouvoir. La prise de pouvoir, il a été. Je continue pour avoir le fil de l'idée. Moi, ma question, elle est simple. Pourquoi est-ce que le colonel Sourou s'est-il aussi levé contre le président Sassou? D'autant plus qu'il a eu à le dire au niveau des médias. Laisse-moi finir. D'autant plus qu'il a eu à le dire au niveau des médias et à maintes reprises. Afrique Éducation, le nouveau regard sur Internet, il était très accroché au niveau des réseaux sociaux. Ce que le gouvernement congolais, ça il faut le reconnaître, que c'est un gouvernement, je l'ai toujours dit, ce gouvernement est le président dans le virer. Et je continue. Et il a compris la faille du gouvernement congolais. Et en comprenant la faille de ce gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de son problème un problème national. Parce qu'à la vérité, le problème toujours ne se pose pas. C'est un individu qui veut qu'on lui donne ce qu'il veut. Voilà, à la vérité c'est ça. Le colonel Tourou veut qu'on lui donne ce qui lui revient. Il se dit qu'il y a des généraux Congo qui ne méritent pas. Lui, il est plus intelligent, il a fait plus de classe. Il a fait plus de mérite. Mais c'est ça la vérité. Parce qu'il a conceptualisé tout ce que nous avons vécu. Merci, vous l'avez déjà dit. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour suivre justement. Mais on tapera à côté. Parce que si on ne cherche pas à savoir, le but, je le dis, la question a été posée par Joachim Balta. Le but, c'est que c'était pour un intérêt égoïste, propre à sa personne. Bon, merci. Mais vous ne cessez de le dire. Voilà, nous allons repartir du côté de la régie pour suivre justement l'élément que Elie Smith a eu avec le colonel Tourou avant qu'il soit rendu à la force de l'ordre. Suivez. Bonjour mon colonel. Oui. C'est monsieur Elie Smith. Oui. Oui, je voulais vous demander quelle est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'ils nous encerclent, ils ont détruit ma maison, et je suis encore vivant et je vais me battre. Vous allez vous battre jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Est-ce que vous ne pouvez pas vous livrer pour qu'il y ait la paix? Je sais ce qui m'attend si je me livre. J'ai dit que je serai ou martyr de la légalité, ou je serai vainqueur, c'est tout. Quand vous dites que vous serez vainqueur, vous comptez sur quoi? Je compte sur ce que j'ai. D'accord. Bon, quel message que vous voulez passer à la nation au cas où on ne sait pas la suite qui va se passer? Le seul message que je veux à la nation, c'est que je meurs pour la liberté. Mais monsieur, expliquez, parce que les gens ne comprennent pas. Tout était calme. Ça a commencé à quelle heure? Ça a commencé à 11h. Et qu'est-ce qui a provoqué? Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ou c'est la police? Non, c'est pas la police, c'est l'armée et la police. Ils ont planifié m'attaquer à 11h et en finir avant midi. Bon, jusqu'alors, on est en train de se battre. Vous vous battez, vous êtes à un nombre de combien pour résister face à toute une armée? Mais cela, c'est pas l'important. D'accord.
Bon, et est-ce que vous pouvez accepter une négociation pour que les combats cessent? Mais si les gens veulent négocier, je ne sais pas sur quelle base ils vont négocier. Le principe, il peut être acquis. Bon. La base de la négociation, c'est quoi? D'accord. Pour conclure notre interview, Monsieur Ntchourou, donc vous dites que vous allez résister jusqu'au bout et que vous vous battez pour la liberté. Exactement. Voilà. Félicitations Élie pour cette interview. Mais ça montre, il se bat pour la liberté, oui, je pense, mais la liberté du peuple congolais. Je crois qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, ce qui a poussé cet officier supérieur, qui se dit intelligent, certainement il est, parce qu'il a pu quand même ameuter toute la population congolaise. Ameuter même, on va dire, les chancelleries qui officient dans notre pays. Il est très intelligent. Mais moi, ma question est simple. C'est-à-dire que revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce monsieur, vraisemblablement, veut quelque chose que le président Sassou ne lui a pas donné. Voilà, ne lui aurait pas juste le colonel Turo qui était bien avec le président Sassou Nguesso et aujourd'hui il tombe en disgrâce. Mais c'est ça la question. La question que je me pose, la question $1 million. La question $1 million, mais la réponse est simple. Il a dit lui-même, je crois qu'il y a une lettre qui a circulé, il y a un discours, une lettre, je ne sais pas comment on peut dire, qui a circulé sur Internet pour dire que non, mais il y a quand même des généraux au Congo qui ne méritent pas d'être généraux, alors que lui, qui a fait des classes, qui a apporté quand même ses contributions pour l'accession du président Sassou au pouvoir, lui, il est un peu bouté laissé à la traite. Je crois que la question se trouve à ce niveau. Et aussi, il a tout fait pour instrumentaliser et aujourd'hui, je me rends compte qu'il essaie aussi de nous instrumentaliser. Je pense qu'on ne va pas interdire au colonel Marcel Tchourou, si on le présente comme un homme aigri, de manifester son mécontentement. On va pas l'interdire face au chef de l'État. Le chef de l'État a connu beaucoup de trahison. Il n'est pas le premier à le trahir, si on peut se permettre de le dire. A connu beaucoup de déceptions. Il n'est pas certainement le premier à trahir le président de la République. Le problème ici, c'est que c'est comme si on veut trop donner de la valeur à Marcel Tchourou. On veut, oui, c'est-à-dire que c'est comme si Marcel Tchourou devient même le noyau du pays. Tout passe par Marcel Tchourou. Il faut l'homme à battre, c'est Marcel Tchourou pour que le pouvoir s'installe. C'est ça le problème, c'est que moi je déplore depuis le début de cette émission, c'est qu'on a trop donné de la valeur, trop l'importance à Marcel Tchourou, qu'il manifeste le mécontentement. Mais oui, mais c'est tout ce qui s'est passé, l'opération menée. Nous avons parlé de la disproportion, comment on appelle, d'une opération disproportionnée, nous l'avons dit tout à l'heure. Il ne fallait pas le faire, il y avait d'autres manières, à mon avis, d'autres stratégies pour appréhender Marcel Tchourou. Mais aujourd'hui, Marcel Tchourou devient comme l'homme à battre. Si on le laisse là, le pouvoir ne va pas exister. Mais c'est ça. Moi, je voulais dire... oui, Joachim Badja. Mais je voulais dire... c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours voir des choses comme ça, là, de dire qu'on donne de l'importance, Il s'agit, c'est comme une maladie, hein, si on dit qu'il faut opérer, il faut opérer. Vous savez que l'opération, c'est un grand risque aussi. Quand on fait une opération chirurgicale, vous pouvez y passer. Donc, il y a un moment donné, on dit, il faut prendre une grande mesure, justement pour se sortir de cette situation-là. Je vous dis que il y a eu des contacts avant. On a voulu régler le problème. Il y a un de problème qu'on règle comme ça là. C'est-à-dire qu'un peu par le dialogue, en disant que non, mon cher Elie Smith, c'est vrai que le président, ne vous a pas été favorable sur telle chose, mais restez calme et tout. Il y a bien des hauts fonctionnaires, des officiers qui se sont... Vous l'avez dit. Je vais vous laisser parler. Vous avez dit ça au début.
départ, c'était très important. Lors du procès de 4 mars, Marcel Tchourou avait accepté qu'il avait des armes. C'était suite à l'opération du ramassage des armes. Est-ce que ces armes-là ont été récupérées par... Est-ce que la justice congolaise ou encore les forces armées congolaises ont récupéré toutes ces armes pendant que Marcel Tchourou était en prison? Est-ce qu'après le procès... Maintenant, il faut aller au devant, hein, pour aller au devant, pour aller de l'avant, quoi, progresser. Hein. Le phénomène Ntchourou n'est pas à dissocier de notre réalité sociopolitique. Le phénomène Ntchourou s'incarne encore dans notre réalité, malheureusement, sociopolitique. C'est-à-dire que les responsabilités publiques, malheureusement, sont considérées comme des avantages qu'on donne individuellement à des gens. Et donc, aujourd'hui, même vous, mon frère Ngolali, si vous êtes nommé directeur général en estimant que vous avez rendu des services au président Denis Sassou Nguesso, le jour où le chef de l'État va estimer que votre rendement, vos résultats ne sont pas à la mesure de ce qu'il attend pour relever un secteur donné, et qu'on vous change, vous allez rentrer en rébellion. Vous allez constater que beaucoup de nos cadres, congolaise, hein? mais c'est la réalité congolaise. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas lié seulement à Ntchourou. Vous voyez le ministre Okombi. Ouais. Le ministre Okombi, aujourd'hui, il est à l'opposition. Vous allez loin, Mathias Nzon. Mais Mathias Nzon, c'est ça. Mathias Nzon n'avait jamais démissionné. Oui, tout. Il a été ministre des Finances. Il a été relevé. Il a été nommé directeur national de la BEAC. Il a exercé sa fonction jusqu'à la retraite. C'est quand il prend sa retraite qu'il se met à l'opposition, parce qu'il n'a plus rien. Bon, est-ce que c'est convaincant? Moi, je crois que l'opposition, c'est quand on travaille pour un programme alternatif. Voyez-vous. Or, chez nous, l'opposition, c'est l'opposition de votre. Donc, vous pouvez citer comme ça. Et même ceux qui sont là, il y a des gens qui sont là, notre gouvernement. Il y a des gens qui sont fatigués. Il y a une source. C'est des gâteaux qu'on a donnés à des individus. Voilà. Ils ne peuvent plus vivre. Si on les enlève, ils vont rentrer en rébellion. Il y a trop de patience. C'est ça, non, il n'y a pas de patience. La réalité politique de notre pays. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas que le pays. Il faut faire comprendre. Et ça, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de culture. Il nous faut, nous les médias, bien cibler ces choses-là pour les dénoncer. Donc, quand l'opinion est instrumentalisée, pour suivre un opposant qui a été exactement 15 ans, il a géré des ministères, où il n'a pas donné des résultats. C'est lui qui se met à donner des résultats et les Congolais applaudissent. Applaudissent quand même. Non, il soulève là un problème important, parce que il y a un deux buts. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Ntchourou, tout ce monde, les Makasno ont été habitués à comme ça, en fait. Aujourd'hui, nous avons des généraux, des officiers qui sont des hommes d'affaires. Cela se passe au vu de tout le monde. Personne, la loi ne frappe pas. Mais un jour, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jour où le pouvoir en place, ou encore le chef de l'État prend la décision de faire partir tel ou tel général, attendons-nous que nous jouerons les mêmes choses. Le point donc, c'est qu'il faut appliquer la loi à tous les niveaux. Voilà, le point c'est ça. Ernest l'a dit, parce que nous, la presse, nous ne faisons pas notre travail. Ne tolérons plus les choses comme ça dans le pays. Le colonel Ntchourou dénonce la torture. Mais il la dénonce pas parce que les autres la pratiquent, parce que lui-même l'a pratiqué. Demandez aux ex-combattants qui étaient détenus à la décennie. Nous aimerions comprendre une chose. Nous devons nous souvenir que lors des débats en audience à la Cour criminelle, le ministère public, en l'absence patente des preuves et conformément à la loi, a abandonné les poursuites et requis les acquittements purs et simples pour plusieurs personnes dans l'affaire du 4 mars 2012, dont le colonel Marcel Tchourou. À la surprise générale, lors de la délibération le 9 septembre 2013, la Cour criminelle n'a pas suivi le délibéré du parquet général et n'a gravé que le cas de Tchourou. Il est passé de l'acquittement pur et simple à 5 ans de travaux forcés avec sursis.
peut-on trouver une justification à cette situation? Ernest Locha. Oui, Emery, je crois il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame dans ce que nous faisons ici. C'est des sujets qui empiètent sur l'existence de chacun et il ne faut pas qu'on instrumentalise certains faits. Les réquisitoires du ministère du procureur général, c'est quoi? C'est des souhaits qu'il émet. Le procureur ne juge pas. Il émet. Et c'est le juge qui est saisi de l'affaire, qui a tous les éléments, qui donne la décision. Et c'est ça qui a véhiculé l'opinion, qui a suscité même une mise au point des instances judiciaires du Congo, parce que les gens croyaient, ont assimilé la réquisition. C'est un vœu. Le vœu du procureur général a une décision de justice. C'est ça. Donc il faut déjà lever cet équivoque. Comprendre que le même ministère public qui requiert le parquet général, le ministère public qui a requis l'acquittement au colonel Tchou, et ce même parquet, le même ministère public qui fait appel. Non, c'est pas ça. J'avais dit au départ, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, on ne doit pas saisir la balle à la fin du banc. Ce que nous avons tous suivi. Moi, je reviens sur le procès parce que ce qui fait sur aujourd'hui, c'est ce fameux procès. Et s'il y avait vérité dans ce procès, je ne répète pas. On ne serait pas arrivé là. Alors, je dis ceci. Aujourd'hui, nous serons, merci et aux mains des pouvoirs publics. Il y a un procureur. Certainement, on doit le dire, on va vers un procès. Mais au regard du premier procès, quelles leçons apporter et quelles dispositions prendre pour que enfin ça s'arrête? C'est la première question. Sinon, peut-être qu'on peut encore rater. Et si on rate, on arrivera à quoi? Nous voyons tous le calendrier politique de notre pays. On ne sait pas, les gens peur parce que, au regard de notre calendrier politique, nous avons besoin de la stabilité, de la paix. Moi, j'ai suivi, juste pour vous dire ici, peut-être que nous sommes instrumentalisés. Non, nous sommes des journalistes, s'il vous plaît. Non, je vous en prie, j'ai la parole. Surtout que nous sommes des journalistes. Non, je vous en prie, nous sommes des journalistes. Et ne tombons pas dans le piège. Je vous en prie. Le piège, voilà. Ovari n'arrête de faire la mise au point et chez nous, c'est un instrument de travail. En tout cas, impartialité oblige chez nous. Pas de couleur, voilà. Et si nous débutons ces choses, c'est pour apporter quelque chose au niveau de l'opinion. Donc je dis ceci. Le problème aujourd'hui est au niveau de la justice. Curieusement, le Congolais d'aujourd'hui, curieusement, dans un État démocratique qu'il soit, est étranger à la culture démocratique. Vous voyez comment les gens raisonnent au sujet de la question de souvent. Moi, j'ai suivi quelqu'un dit que c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que c'est un problème juridique. Je dis faux dans le sens positif. La justice a intérêt à faire son travail. Et qui, n'importe qui, même les pouvoirs publics, le pouvoir a droit de se plaindre auprès de la justice. Pourquoi arriver jusqu'à ce point où il y a des individus qui défendent le pouvoir sur cette question et il y a certains du côté de Ntsirou qui alimentent. Moi, je lis Internet. Alors, c'est là où je dis, les Congolais ne sont pas bien. Les Congolais ne sont pas bien, ils sont aigris. Ils sont aigris. Est-ce que nous n'avons pas une justice dans ce pays? C'est un problème juridique. Laissons la justice faire son travail. Voilà. Et si nous sommes des journalistes, ce que nous pouvons faire en tant que journalistes dans ce contexte solennellement, c'est de voir comment cadrer les choses, comment informer la population, conscientiser la population. Oui, sinon, je voudrais dire en 30 secondes, là, je ne vais pas être 30 secondes. En 30 secondes, oui. Je crois que Joachim a posé la bonne question. La bonne question en parlant même de Mathias Nzo, en parlant de Okomi Salissa, en parlant des opposants que nous avons, soi-disant dans notre pays. Parce que la vérité, c'est un problème individuel qu'on cherche à transposer au niveau national. Mais lesquels veut c'est un système, il faut le reconnaître, c'est le système. Voilà. C'est jusqu'à la parole, il a demandé 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Oui. Donc je veux dire que ne tombons pas dans ce piège, comprenons d'abord, parce que si on mélange le procès du 4 mars à la vérité, le procès du 4 mars, s'il a eu lieu, c'est parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu des explosions de Bila, mais si on a indexé le colonel Tchirou, c'est parce qu'il y a eu le fameux discours lors de son anniversaire, que nous avons reçu nous tous dans nos boîtes email. Et dans ce discours, qu'est-ce que le colonel Tchirou disait? Il demandait ce qui lui est dû.
Et jusqu'à présent, moi, j'ai pris la peine quand même de... Parce que les faits sont étudiés. Il peut un peu rappeler entre ce procès je prends ces allégations pour comprendre. Je prends ces allégations. Il a dit ceci. Moi aussi, j'ai la rancune tenace. Et nous sommes là dans une haine mortelle. J'ai pris mes dispositions et j'attends. Donc, le combat, ce n'est pas un combat pour le Congo, pour libérer le Congo. Je ne sais pas de quel ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un problème personnel qu'on essaie maintenant de nous transposer pour instrumentaliser les Congolais. Mais c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ne tombons pas dans ce piège, de bas étage. C'est un problème personnel. Reconnaissons que le gouvernement congolais a mal communiqué. Voilà. Et moi, je l'ai toujours dit, ce gouvernement, le président Sassou, devrait le virer. Voilà. Parce que ce gouvernement n'a pas communiqué et a apeuré les populations congolaises. Ils ont fait de l'affaire Nturu une affaire d'État. Pendant que c'est un individu qui doit répondre de ses actes devant la justice. Aujourd'hui, ça devient, quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, ça devient même un problème ethnique. Mais c'est pas non, c'est pas un problème ethnique. Nturu, c'est un citoyen congolais, s'il commet, c'est la justice de le frapper. Je pense qu'il ne faut pas trop donner de la valeur en faire une affaire d'État. Non, je voulais dire que le problème, en réalité, l'homme a su mettre un peu dans un carton tous les Congolais, c'est parce que, il a su organiser sa communication, il est passé d'une situation dans laquelle il était peut-être soupçonné par la justice, malgré le verdict, il s'est fait passer comme une victime. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a su gérer sa communication, qui a su faire passer son message. Ça veut dire que c'est un bon management de la communication. Merci bien. Alors, Elie, vous souffrez depuis un certain temps là. Moi, je vois qu'il y a un certain acharnement sur M. Nturu. Voilà. On est en train de faire cet rappel du 5 juin, scène militaire. Il était dans un camp, et moi je pense qu'il ne doit pas se reprocher de rien. Il était avec des Sassou Nguesso, ils ont fait la guerre, ils ont chassé les supports du pouvoir, c'est normal. Donc maintenant, son problème que j'ai acquis est que, bon, écoute, il est un peu fâché, mais le problème c'est là que moi je le reproche. Si tu as un problème personnel, essaie de régler ça d'une manière personnelle. Ça, c'est le reproche que je le fais. Et la deuxième, c'est que, moi je l'admire parce que c'est un fin saccage. Il est face à un gouvernement qui ne connaît pas communiquer, ils n'ont même pas Facebook, ils ne sont pas sur les pages, les réseaux, les Twitter, les réseaux sociaux. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez que eux, sur le plan de communication, gagnent parce qu'ils présentent maintenant le Congo comme un pays où il n'y a pas d'état de droit, malgré que le ministre de la Communication veut nous faire croire que, parce que ce n'est pas seulement communiquer sur Télé Congo qui va convaincre les gens. Non, il faut amener la guerre là où il y a la guerre, sur la partie communication, les nouvelles technologies. Ça, le gouvernement a failli. Mais je pense aussi que ce qu'on doit se reprocher aussi, on doit regarder d'abord le Congo. Pour moi, c'est ça qui me fait, parce qu'on peut dire que ce n'est pas une guerre ethnique, c'est parce qu'on ne veut pas être honnête. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré des gens, ça devient un problème, il y a un schisme qui s'est créé. Qui l'a créé? Oui, il l'a créé parce que... Pourquoi ethnique? Pourquoi? Vous pouvez réfléchir. Parce que on ne peut pas l'étiqueter au Congo. C'est ça le problème. Moi je crois que l'origine, parce que là, quand le ministère public, parce que toute la source de ça, ça a commencé au-delà de son anniversaire. Moi, je ne pourrais pas associer l'anniversaire et tout ça. Peut-être c'est un processus qui avait commencé, mais je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le procès du 4 mars. Quand le ministère public demande l'acquittement, c'est vraiment simple. Si vous avez fait une enquête, si vous êtes des bons journalistes, les dossiers de tous les plans étaient vides. C'est pourquoi. Et que, on va le dire maintenant, après, si on va le procureur, comment ça s'appelle, Mbaï, a seulement voulu faire a demandé de l'acquittement, et le juge a donné 5 ans de travaux forcés avec sursis. Il avait fait honnêtement parlant, il est vivant, allez le voir, vous le demandez, il a fait ça parce que c'était un compromis, parce qu'il avait vu que, parce qu'il y avait des gens qui demandaient qu'on lui donne même 25 ans de prison. Quand vous voulez, c'est ça le problème. Quand vous êtes en train de faire une enquête, faites l'enquête bien. Parce que vous travaillez pour le chef de l'État. Arrêtez d'humilier le chef de l'État chaque fois. Parce que si les gens avaient mené une bonne enquête, d'abord, on devait impliquer Nturu si c'était lui. Mais moi, je pense que si Moukala, le ministère public, le procureur avait demandé, parce qu'on avait vu que le dossier de 4 mars était vide. Et que maintenant le juge, je pense que le juge n'avait pas aussi été très courageux. Parce que si on t'apporte un dossier qui est vide, si c'est acquittement, on fait acquittement.
Moi, c'est ce que je pense profondément. Et aller faire l'enquête. Marcel Tourou a fait passer une information sur les antennes de RFI qui n'est pas aujourd'hui affirmée ou infirmée. Quand il dit que c'est le chef de l'État qui a envoyé la police ou l'armée pour l'attaquer, jusqu'aujourd'hui, on ne nous dit pas si c'est vrai ou pas. Parce que la communication... Voilà, le problème c'est ça. Voilà pourquoi il y a un problème, il y a un déficit de communicationnelle. Il faut communiquer, donner les éléments qu'il faut. Nous sommes là pour éclairer aussi la lanterne de l'opinion. Je crois que la formule qui consiste à dire le dossier est vide, c'est une formule classique bateau que les avocats utilisent souvent. Oui. Hein, c'est une formule convenable. L'enquête a été à deux niveaux. L'enquête sur l'affaire du 4 mars a été à deux niveaux. Un premier niveau, c'est la commission qui avait été mise en place. Et il ne faut pas croire que parce que c'est une commission composée d'officiers, que c'était des gens qui n'étaient là que pour régler les comptes. C'était des cadres qui étaient là, qui ont travaillé. Je crois que même dans le cadre de leur travail, ils ont fait venir un expert canadien de détection de mensonges. Un expert canadien. Donc c'est pour dire que ce n'était pas du... Et puis les pauvres. Enfin, je dis pauvres dans ce sens qu'ils ont démarré sur rien. Cette enquête-là, l'explosion vient de se produire, c'est le désastre dans le pays, c'est les critiques, il faut chercher. Ils ont démarré comme cela et ils ont pu aboutir à mettre la main sur une trentaine, sur 25, je crois, officiers tous et puis 4 civils, je crois. Quand même une trentaine de personnes présentées devant le juge avec un document. Le juge a pris l'affaire. Le doyen des juges d'instruction près le tribunal de Brazzaville. Deuxième niveau d'enquête, l'enquête judiciaire a été librement menée. Il y a eu des descentes sur le terrain. Et il y a un document qui a été produit, ce sont les conclusions du juge d'instruction. Le document existe. Après, nous avons assisté, à ce à quoi nous avons assisté, c'était la bataille judiciaire. Quelle instance devait juger de l'affaire du 4 mars? Quelle instance? Et jusqu'aujourd'hui, en principe, la question demeure fondamentale. Parce que l'affaire du 4 mars ne concerne pas que les officiers de la force publique. Elle touche aussi la responsabilité gouvernementale. Je ne dis pas que les ministres sont coupables, mais je me dis, c'est pas possible, ils devaient même défiler en tant que témoins. Et les textes fondamentaux de notre pays, notamment la Constitution, dit que les ministres ne sont justiciables que devant la haute cour de justice. Donc, une affaire... Ils sont passés comme témoins. Pardon? Ils sont passés comme témoins, certains ministres, lors du procès du 4 mars. Ben, c'est faux. C'est un vice de forme. Justement, c'est un vice de forme. C'est un vice de forme. Le ministre je suis désolé. Parce que dès qu'il y a là... Les vices de forme qui occasionnent tout ça. Mais justement, c'est tout ce débat-là. Il y a des gens c'est la justice. C'est la justice. Tout le problème, c'est la justice. Et je suis d'accord avec lui, la justice n'a pas bien fait son travail. Et encore qu'il n'y avait même pas, il y avait même pas une sorte de symbiose au niveau institutionnel. Entre les hauts fonctionnaires, ils se marchent dessus, se bouffent le nez. Il y a des camps qui se livrent une guerre froide au niveau des institutions. Nous sommes des journalistes, nous le constatons. Mais est-ce que Tourou n'a-t-il pas tiré son énergie? Mais justement, il a profité de tout ça. Mais c'est tout ça là. Voilà. Quand tu vis sur bon. Merci. Bon, donc nous sommes là. Et donc, le dossier n'est pas vide, au contraire, le dossier du 4 mars est un dossier lourd, et je suis d'accord qu'il faut compléter les enquêtes, qu'il ne faut pas se focaliser sur une souris, mais c'est sur l'affaire du 4 mars. Comment se fait-il une explosion comme ça là, jaillit, dans un endroit qui est gardé? On doit se poser les vraies questions. Pour vous, l'affaire du 4 mars reste ouverte. Mais vous l'avez dit, nous n'avons pas permis de comprendre, de savoir la vérité. Mais que serait-il alors de l'autorité de l'affaire? Il y a eu un problème de dysfonctionnement au niveau des institutions. Tourou l'a même dit ça a été un accident. Il se peut que ça a été la main criminelle qui a joué. Il se peut que ça a été quelque chose parce que il faut quand même se dire aussi, avant l'explosion du 4 mars,
il y a eu un officier qui avait une petite poudrière chez lui, qui avait aussi explosé. Il y avait eu une enquête, vous avez lu un rapport sur ça. C'était le 4 mars. Avant le 4 mars. Avant le 4 mars. Mais il y a eu quand même au domicile d'un officier une poudrière qui avait explosé. Ce phénomène est dû à quoi? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs officiers qui ont... Même l'armée n'a pas mené d'enquête. Voilà. Donc nous sommes dans un contexte, j'allais dire un peu, c'est dramatique, c'est malheureux parce que quand même, vous savez, la démocratie c'est bien, on applaudit, mais la démocratie vraiment, aujourd'hui c'est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que vous allez gérer, mais par rapport à votre responsabilité, vous pouvez prendre devant l'histoire des responsabilités individuelles. Donc, au niveau institutionnel, on constate que même les responsabilités courantes ne sont pas prises. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous naviguons dans une véritable nébuleuse, hein, et c'est devenu un mode de gouvernement. C'est-à-dire que même quand on intervient au domicile d'un officier, on ne peut pas nous dire officiellement qu'on déplore tant de morts, que la force publique a perdu tant d'éléments, que la responsabilité, on ne peut même pas avoir ce langage-là. On est dans une communication de ping-pong. Malonga parle, le gouvernement répond, bientôt ça se lance sur nous, Kimfusia est passé, bientôt on va répliquer, et vous croyez que c'est dans l'exemple, vous voyez la pédagogie que déploie le porte-parole du gouvernement. Vous voyez cette pédagogie-là. Et la RDC qui a des problèmes plus importants que le nôtre. Vous ne voyez pas que ça contribue énormément à rassurer positif, à rassurer ce pays. Mais des tombes du ciel. Mais pour Bakri, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je pense que aujourd'hui, l'affaire Ntshuru devrait, à mon avis, interpeller la conscience des uns et des autres, qu'aujourd'hui, Ntshuru, je ne crois pas. Ntshuru, je ne pense pas qu'il est le seul à avoir certainement des armes chez lui. Je pense qu'il est temps de nettoyer les forces armées congolaises. Je suis certain qu'il y a dans les forces armées congolaises des officiers qui ont des armées dans les FAT. Il est temps maintenant de les nettoyer, de cesser de les sévrer en quelque sorte, pour que demain, qu'ils ne retombent pas dans les mêmes choses que Ntshuru, parce que Ntshuru s'est senti sévré certainement brusquement, abandonné, il a voulu réclamer. Je pense qu'il y en a d'autres, des hommes d'affaires, militaires, officiers, qu'il faut arrêter d'alimenter à partir de maintenant pour éviter que l'affaire Ntshuru réapparaisse un jour. Peut-on dire ici que le pays est en danger? Je pense qu'il y a encore d'un Ntshuru autour de ce bon État. Merci. Elie Smith, on va terminer rapidement cette question. Oui, les questions sur les officiers qui ont des armes chez eux. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Parce que même j'ai vu lors du 4 mars, il y avait même il y a un général qui m'a dit j'ai d'abord organisé ma garde personnelle en attendant. Donc, bon, ça serait un peu grave si le gouvernement le fait parce que le gouvernement a déjà perdu d'avance, parce que c'est quelque chose qu'on devait faire depuis. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de poudrier qui avait explosé. Il y a beaucoup, chaque militaire, chaque colonel... Au domicile d'un officier. Oui, chaque colonel ou général, aujourd'hui, a sa petite écurie qui existe. Bon, le cas de M. Ntshuru, moi je pense que Ntshuru a réussi quelque chose à faire qu'aujourd'hui, nous on parle de lui. Il a réussi son pari parce que c'est un bon communicateur, il communique mieux. Donc c'est une leçon aussi au gouvernement aussi à apprendre à communiquer, pas uniquement avec les médias occidentaux. Même ce qu'on a fait, ça c'était pour nous ici. Mais bon, est-ce qu'on pouvait la diffuser le jour là, on devait nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais on doit avoir le courage maintenant. Moi je pense que c'est la dernière fois. J'ai dit, il y aura beaucoup d'événements. C'est la dernière fois que je vais faire une interview et puis je ne diffuse pas. Je vais diffuser parce qu'on est même allé là-bas quand il y avait le combat avec monsieur Ntshuru. Mais Ntshuru, c'est un Congolais. Parce que moi, je voudrais que les gens sachent. C'est un Congolais. Avant Ntshuru, il y a des gens qui ont fait qui. J'ai parlé ici du pasteur Ntoumi. Il a organisé une rébellion. Aujourd'hui, il est le chouchou. Moi, je pense que le gouvernement doit, au-delà de ça, le président doit maintenant intervenir et que le président prenne le contrôle de la situation. Parce que je pense que les choses l'échappent beaucoup et que pour la solidarité de ce pays, l'intégrité du Congo, les gens comme les Ntshuru, on ne doit pas les négliger parce qu'on peut refuser, Ngola refuse, vous refusez, mais ça crée un schisme ethnique. Mais pour l'unité de ce pays, c'est un Congolais qui a commis un acte, on doit le traiter avec respect, pas comme un renégat. Voilà, merci Elie Smith. Alors, Ernest Bossard-Limi, bon, moi je crois qu'au-delà de... À propos de cette situation, oui, la leçon à tirer, c'est que il faudrait qu'on... Moi je crains
plutôt que demain, d'autres Tchourou surgissent au-dessous du chef de l'État par le simple fait que la plupart des officiers que nous avons ici ont été des chefs de front, et même des civils qui ont été des chefs de front. Est-ce que la situation du ramassage d'armes à leur niveau a réellement été bien faite? Parce que au cas où ça n'a pas été bien fait, donc ne soyons pas étonnés que demain, un autre monsieur se retranche dans sa parcelle avec des civils qu'il prend en bouclier humain. On nous sert encore d'autres macagris pour demain parler encore des droits de l'homme ou d'autres situations. Donc moi je crois qu'il faut régler définitivement le problème de ceux qui ont été les chefs de guerre, les chefs de curie, si réellement vérifier si réellement des armes ont été ramassées chez tous les chefs de guerre. Et ensuite, je tire de cette situation une leçon que les Congolais sont encore très fragiles par rapport au drame qu'on a vécu dans ce pays et qu'il n'est pas bien de leur servir encore d'autres histoires. Enfin, cela me permet également de faire tirer une leçon à ceux qui sont en train de nous suivre, c'est qu'on peut se croire aimé par les citoyens, on peut se croire soutenu, mais c'est un soutien verbal. La preuve, aujourd'hui, Tchourou se retrouve seul. Voilà, merci bien. Et Romy Kokilas, rapidement, 32 secondes. Je conclurai par une leçon d'abord. Dans les États civilisés, on ne brave jamais la force d'un État. L'État est suprême, et je crois que c'est la grosse bêtise que vient de commettre le colonel Tchourou. Et ensuite, la justice, je ne cesse de le dire, il faut que nous ayons une justice crédible. Voilà une fois, nous l'avons décrit ici, voilà une fois, je le dis tout haut, le peuple interpelle la justice devant sa barre. Et ceci, ça a failli glisser, heureusement la force. Sinon, donc, pour conclure, il faut qu'on boucle aussi les rumeurs, les internautes. Ça, il faut le lui dire. Je donne un message, s'il vous plaît. Le Congo n'a pas besoin de s'allumer. Tchourou ne doit pas être un escalier. Pour ceux-là qui manquent, comme j'ai toujours dit, des munitions pour mener leur combat politique. C'est une affaire judiciaire. C'est pas à dire, les Batékés sont des poltrons, les Mbouchis sont des naïfs. Non, c'est pas un débat ethnique. Fini avec l'éthique parce que nous sommes en démocratie. C'est des choses révolues, c'est un message fort qu'on doit passer. Ça doit rester comme ça. Le Congo doit se construire, le Congo doit être uni parce que nous sommes une nation. Point barre, je m'arrête là. Merci bien, Romy Kokilas. Alors, je suis Bambo. Bon, moi je vais conclure sur 3 points, très vite. 30 secondes. 30 secondes, très vite. Premier point, l'affaire Tchourou, il a eu le mérite d'instrumentaliser. Et deuxième point, le président de la République devrait siffler la fin de la récréation. Pour ma part, je crois que la première chose du président de la République, c'est d'abord de virer tout son gouvernement. Et deuxième, parce que c'est l'image du Congo. Non, je donne mon point de vue. C'est l'image du Congo qui a été ternie alors qu'on n'avait pas besoin de cela. Alors qu'on n'avait pas besoin, on a parlé de Lomé Mbende, alors qu'en RDC on voit des crimes, mais quand même Lomé Mbende a quand même cette force, et on va dire quand même cette sagacité de faire en sorte que ce qui se passe en RDC soit apaisé, que les populations soient apaisées. On a appelé les populations. Il a fait RFI, hein. Entre autres. Et troisième moment, je dirais que il faut qu'on arrive à comprendre que le Congo, c'est un bien commun. Qu'on ne doit pas prendre le Congo, comme qui dirait en étau, par rapport à ses propres ambitions. Voilà. Les 3 points que je voulais... Merci. Une fois vous avez... Et j'allais terminer en disant félicitations à Ellie Smith. Félicitations à Ellie Smith et à MNTV, parce que l'interview d'Ellie Smith, je crois qu'il fallait que tu puisses diffuser cette interview. Comme ça, les populations comprendraient. Le colonel se bat pour la liberté, mais moi je me pose la liberté de qui? La liberté. Merci bien. Voilà, et Jean-Jean. Je voulais terminer simplement en disant ceci, nous sommes en régime présidentiel et je sais qu'à la fin de l'année là, le chef de l'État va s'adresser à ses compatriotes. Je crois savoir qu'il est parfaitement conscient de ce que le peuple de Brazzaville est un peuple traumatisé aujourd'hui, compte tenu de ces événements sanglants. Et quelque part, nous savons que la population apprécie beaucoup les actions qui renforcent la paix dans le pays que le chef de l'État mène. Et donc, comme on est en régime présidentiel, le président de la République saura tirer les leçons des événements que nous avons vécus pour essayer vraiment d'aller vers la fin de son mandat en donnant plus d'assurance encore
à ses compatriotes. On en a vraiment besoin. Merci bien, Jocelyn Badia, pour cette belle conclusion. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Vous avez certainement compris qu'on n'a pas pu aborder la question de la RCA par rapport à la pertinence de ce sujet que nous avons abordé au plan local avec la journée du 16 décembre. Donc, vous avez certainement apprécié les avis des